Merci infiniment pour votre soutien. Le thème de la conférence, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est naturopathie, c'est moi qui l'ai choisi. Naturopathie et médecine intégrative, pour qui, pourquoi, comment. Médecine intégrative est un concept nouveau qui laisse beaucoup d'espoir aux naturopathes. Mais à cela, je vais mettre un bémol. En 50 ans, depuis les années 70, j'ai vu apparaître les dénominations suivantes. Médecine douce, médecine alternative, médecine non conventionnelle, médecine complémentaire, médecine traditionnelle, alors qu'avec PV Marcheseau, Pierre-Valentin Marcheseau, on organisait des conférences, des cours, des congrès où nous avons développé la naturopathie que vous connaissez aujourd'hui. Cette naturopathie n'est pas sortie du chapeau de PV Marcheseau, elle est en fait dans la logique de la continuité des connaissances d'Asie mineure, qui sont les connaissances gréco-latines d'un côté et les connaissances qui sont parties vers l'est du continent, vers l'Inde pour faire l'Ayurveda et aussi la médecine chinoise. Tout cela, c'est parti du même creuset qui était à peu près la Perse à l'époque. Et la naturopathie a évolué vers l'ouest et est arrivée et envahi l'ensemble des pays européens actuels. Et puis, un jour, elle a traversé par bateau l'Atlantique et s'est retrouvée aux États-Unis. Et pour la définir, eh bien, les Américains, qui ne sont pas des Américains vraiment, ils sont de souche européenne, l'un a décidé de dire, voilà, il s'agit de naturopathie, cette nouvelle forme de médecine qui en fait n'était que la médecine hippocratique, encore un nom nouveau. Mais cette médecine hippocratique n'a pas disparu de France. Elle est toujours restée. Et au siècle dernier, jusqu'aux années 1960, eh bien, il y avait des médecins naturistes. C'est comme ça qu'on les appelait. Mais il n'y avait pas de nom. C'était le naturisme. Et le naturisme est devenu naturopathie, lequel était au départ la médecine hippocratique, qui a suivi des hauts et des bas au cours de son histoire pendant 2400 ans, à partir du moment où Hippocrate a commencé à écrire ce qu'il pensait. Donc, nous sommes issus d'une tradition très ancienne, la tradition des philosophes et des sages de la Grèce antique. Ces visions de médecine différentes n'ont pas changé le cours de la médecine scientifique. Elle s'est même renforcée au cours de ces 50 dernières années. Elle s'est renforcée dans le sens où elle s'est imposée dans pratiquement tous les pays du monde, sans exception. Et vous allez voir la petite astuce qu'il faut dénoncer. Mais certains médecins, toutefois, ont su s'adapter et même s'approprier les techniques naturelles que nous connaissons bien et certains concepts même de la naturopathie. Médecine intégrative vient d'intégrer. Intégrer veut dire entrer dans un ensemble plus vaste. Le qualificatif intégratif est utilisé en physiologie. On parle de biologie intégrative. La biologie intégrative est la partie de la biologie qui étudie de façon globalisée le fonctionnement des êtres vivants et leur relation avec l'environnement. Question. Quelle est la médecine la plus en adéquation avec cette définition? La médecine naturopathique. La naturopathie ne peut se concevoir, ou du moins concevoir, le fonctionnement d'un organe ou un appareil sans faire référence à l'ensemble. C'est vraiment la pensée hippocratique. Eh bien, on découvre actuellement cette notion de globalité dans un ensemble qu'est le corps humain, et cette globalité se définit actuellement par l'étude de la systémique en sciences. La naturopathie ne peut isoler l'être vivant de son environnement. Hippocrate s'intéressait à l'homme, mais il s'intéressait aussi à l'endroit où l'homme vivait, le climat qu'il subissait, les saisons pendant lesquelles il exploitait son art, et aussi même les relations cosmiques qui pouvaient influencer la vie des êtres vivants. Donc, cette science-là devient quelque chose d'original qui s'appelle l'écologie. Donc, l'écologie n'est pas nouvelle, ce n'est pas une science nouvelle, mais on est en train de lui donner une valeur dite scientifique. La naturopathie ne peut séparer l'humain du contexte social dans lequel il vit. Sachez que nous, mammifères humains, nous mammifères tout simplement, nous devenons humains que grâce à la société. C'est grâce à notre environnement social, c'est grâce à nos parents, nos géniteurs, c'est grâce à la famille, c'est grâce à l'éducation que nous avons des autres, c'est la relation que nous avons avec la société qui nous rend humains.
Sans cette relation, nous serions restés des animaux. Un petit homme qui naît et qui n'a pas de parents, qui n'a pas de relation mentale avec le reste de la communauté, reste un petit animal. Il ne peut pas communiquer. Donc c'est bien la société qui nous donne cette façon d'être et qui nous donne notre statut d'humain. Et le naturopathe ne peut pas l'oublier, le maître. Enfin, le naturopathe ne peut pas dévoyer l'humain de son cheminement spirituel. Nous sommes des individus. Je ne sais pas si vous avez saisi l'énorme chose qui nous arrive quand nous rencontrons une personne nouvelle. Sachez que cette personne que vous rencontrez, à ce moment précis où vous la rencontrez, jamais il y a une personne qui a été identique. Et jamais il n'y aura une personne identique à celle que vous avez devant vos yeux. Vous êtes des êtres uniques et vous resterez uniques. Eh bien, cette unicité, c'est aussi ce qui fait que nous avons tous à apprendre quelque chose, à faire quelque chose de nous-mêmes. Et ce cheminement spirituel est en train d'être dévoilé par une science tout à fait nouvelle qu'on appelle l'épigénétique. Autrement dit, la philosophie que vous avez des choses, la croyance que vous avez, modifie votre comportement. Et lequel comportement, qu'on va dire intellectuel, entraîne une modification profonde de notre être. Et c'est notre individu qui bénéficie de cela. Nous sommes donc des êtres uniques. Eh bien, ces points que je viens de souligner correspondent à l'ensemble des 5 piliers de la naturopathie. Humorisme, vitalisme, hygiénisme, causalisme et holisme. Et cela, ces piliers sont faits pour entretenir la santé, voire la restaurer quand cette santé nous échappe. La médecine intégrative suggérée aujourd'hui ne concerne pas la santé. C'est une proposition allopathique de complémenter les soins médicaux par des thérapies de confort. Celle-ci s'intéresse au mieux-être du patient en soutien du traitement de sa pathologie. Traitement médical de sa pathologie. Dans tous les cas, la médecine intégrative qui est proposée concerne les maladies chroniques, voire les affections de longue durée. Mais les maladies chroniques sont des affections de longue durée, car on ne guérit pas d'une maladie chronique, on vit avec sa maladie chronique jusqu'au moment où on arrive à la fin de sa vie. Eh bien, sachez que les cancers, les Parkinson, les scléroses en plaques, les polyarthrites, les insuffisances fonctionnelles multiples, etc., affectent 20 millions de personnes en France. Il y a donc 20 millions de malades chroniques. Ça correspond à peu près à un malade sur 3. Et si on regarde les conséquences sur le plan économique, c'est que 60% du budget de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, est consacré à ces maladies chroniques, pour lesquelles on sait qu'il n'y aura jamais de guérison. Autrement dit, nous n'obtiendrons jamais la santé de ces individus. Ça représente tout de même un investissement de 180 milliards d'euros, ce qui pèse sur l'économie générale. Et qui porte cette économie? Eh bien, les bien portants. Ceux qui sont en bonne santé pour travailler, ne l'oubliez pas. Et sur les 400 millions de consultations annuelles qui sont faites en France, la moitié concerne les maladies chroniques et font l'objet de prescriptions médicamenteuses, d'assistance médicale, voire d'hospitalisation. C'est pour ça que ça coûte extrêmement cher. Comprenez que là, il ne s'agit pas de santé avec cette médecine intégrative, selon le concept de la naturopathie, mais des ajouts, ce qu'on appelle des compléments. Et c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus le mot de complément thérapeutique, de médecine complémentaire, au pouvoir de l'allopathie, en empruntant et en intégrant la notion de holisme que portent les médecines dites traditionnelles. Médecine dite traditionnelle, vous avez 3 reconnues par l'OMS, c'est l'Ayurveda, la médecine chinoise et la naturopathie. Ainsi, avec cette médecine intégrative, on atténue l'arbitraire de la médecine moderne, qui a imposé que, écoutez bien, pour chaque maladie précise, devait être prescrit un médicament spécifique. Pour chaque maladie précise, devait être prescrit un médicament spécifique. C'est pour cette raison que la médecine moderne est dite avec justesse conventionnelle. Alors, ouvrons le dictionnaire et allons voir conventionnel. Conventionnel veut dire qui résulte d'un arbitraire. Il s'agit donc d'une médecine arbitraire. Il faut maintenant comprendre pourquoi. Eh bien, il faut aller de l'autre côté de l'Atlantique et remonter
aux premières actions de l'Institut Rockefeller entre 1910 et 1930, qui lance un vaste programme de recherche de laboratoire en pensant trouver pour chaque maladie un médicament salvateur. C'est aussi depuis cette époque que l'on a pris l'habitude de s'intéresser à la maladie en oubliant le malade. En réaction à cela, la médecine intégrative réhabilite la notion d'être en souffrance, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnellement, socialement et spirituellement. S'il y a des médecins courageux qui nous tendent la main, prenons-la. Mais ne soyons pas dupes et surtout ne nous faisons pas d'illusions sur la reconnaissance de la naturopathie. J'ai suivi l'été dernier un sommet international organisé par l'OMS dont l'objectif est l'intégration des médecines complémentaires dans les systèmes de santé publique. J'ai suivi tout cela. En plus, c'est bien parce que c'est en anglais et c'est aussi en français. Alors ça m'a avantagé beaucoup, car je suis d'une génération où on a très mal appris l'anglais à l'école. Et ces médecines complémentaires, dans l'esprit du sommet, englobaient tout, aussi bien les médecines traditionnelles que des médecines comme des thérapies spécifiques. L'ostéopathie peut-être, mais l'art-thérapie, le tai chi, etc. Ce qui fait que c'était difficile de comprendre exactement ce que représentaient ces médecines traditionnelles par rapport à ces techniques que je dirais isolées. Donc, il n'y avait pas de distinction particulière. Et là, j'ai appris 3 choses. La première, c'est que les médecines traditionnelles sont maintenues dans certains pays en voie de développement qui n'ont pour l'instant pas les moyens de s'offrir la médecine moderne, beaucoup trop coûteuse. Mais dès que le pouvoir d'achat augmente, pour certains dans ces pays, ils font appel systématiquement à la médecine moderne, qui est la médecine scientifique, abandonnant la médecine traditionnelle. Vous noterez aussi que les médicaments génériques sont désormais fabriqués dans les pays à faible pouvoir revenu, dans les pays, on va dire, pauvres, entre guillemets. Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, pauvres, où les coûts de production sont les plus bas et il n'y a pas d'investissement dans la recherche. Eh bien, ce sont ces médicaments que j'appelle low cost que pourront désormais s'offrir les locaux. Autrement dit, maintenant, ces gens qui avaient comme tradition la médecine passis, la médecine des grands-parents, la médecine de grand-mère, comme on pouvait dire, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, cette tradition qui fait que quand on n'avait pas de médicaments, il fallait faire quelque chose, on savait soigner. Désormais, avec l'accès aux médicaments modernes, on oublie toutes ces traditions. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que l'unité des médecines traditionnelles, l'UMT du département de l'OMS, chargé d'élaborer les normes et les critères de référence pour la formation et la pratique des médecines complémentaires, doit s'effectuer selon la CIM, c'est-à-dire la classification internationale des maladies. Vous voyez ce que ça entraîne, ça? Il faut que nos méthodes puissent combattre ou s'ajouter aux médecines qui traitent les maladies. La naturopathie, je vous le rappelle, n'est pas faite pour cela. Elle est faite pour faire de la santé. Et le troisième point que j'ai appris aussi, c'est que les médecines traditionnelles doivent prouver scientifiquement leur efficacité thérapeutique et les praticiens doivent faire l'objet de compétences professionnelles bien définies. Je m'interroge, comment l'holisme qui définit l'humain peut répondre à une démarche scientifique dès lors qu'il n'est pas organisé comme une machine, mais ressent, pense, aspire à une quête spirituelle. Autant d'aptitudes que la science ne peut pas définir. Donc, méfions-nous, cette recherche scientifique ne correspond pas exactement à la totalité de l'humain. Certes, à son fonctionnement mécanique, à son anatomie, à sa physiologie, on peut le comprendre, mais pour le reste, il n'y a pas d'accessibilité. Bien sûr, je sais qu'on parle de neurosciences, je ne suis pas fou, je sais, mais ça ne débouche sur rien de positif. Sinon que ça nous donne des explications qui nous semblent plus rationnelles par rapport à celles du passé, mais sur le plan de la pratique naturopathique, ça ne nous apporte rien de plus que ce que nous avions dans le passé. La naturopathie s'appuie... Non, je dirais d'abord que la naturopathie est la première des médecines, car elle permet l'entretien et le renforcement de la santé. Je parle bien de santé, laquelle s'oppose véritablement à la maladie et non du traitement de la maladie qui ne génère jamais de santé. Même si vous faites un traitement naturel
pour, je ne sais pas moi, une grippe ou quelle que soit la pathologie qui vous soit accessible, eh bien, c'est quand même le sujet qui s'auto-guérit. Ça n'est ni votre pratique, ni vous-même vous avez donné les bons conseils, mais c'est toujours le sujet qui s'auto-guérit. Donc, la naturopathie s'appuie sur un principe universel de la nature que détient tout être vivant, celui d'être doté de la capacité à maintenir une activité physiologique optimale durant le temps de sa longévité et la recouvrer, si besoin, par une situation de crise que la médecine nomme maladie aiguë ou encore maladie infantile, mais que nous, naturopathes, nous appelons crise curative ou auto-guérison. Il y a donc une très grande différence dans ce concept-là. Toute notre physiologie est organisée en dehors de notre volonté. Il y a un système autonome qui gère cela. Et il le gère de la naissance jusqu'à la mort. Il le gère même à partir du moment où il y a fécondation. C'est autogéré. Nous n'avons même pas besoin de nous en occuper. Je dirais que s'il y a un créateur, eh bien, il a fait bien les choses. Parce que si nous devions gérer notre physiologie, nous ne pourrions jamais le faire tellement c'est complexe. Donc, il y a un système autonome qui le fait. Mais ce système autonome, en même temps, il nous protège tout au long de notre vie. À nous de ne pas le contrarier, à nous de ne pas s'opposer à lui, à nous au contraire de l'accompagner dans sa nécessité de retrouver un équilibre. C'est la mise en conformité, ces maladies, ces crises aiguës, qui sont appelées les maladies infectives, sont la mise en conformité par le système ARN d'une nouvelle adaptation qui s'inscrit sur le système ADN. Chaque crise curative, on va l'appeler comme ça parce que nous sommes des naturopathes, chaque crise curative entraîne une réharmonisation de l'ensemble de nos fonctions, qu'elles soient physiques, physiologiques, psychologiques, spirituelles. C'est un ensemble qui est modifié pour pouvoir s'adapter à de futures difficultés de vie ou de futurs problèmes à résoudre. Et chaque fois, notre ARN travaille. C'est vraiment notre système d'adaptation. Ça a un nom maintenant. On commence à le connaître et le découvrir. Ça s'appelle l'épigénétique. Selon le concept de la médecine intégrative, telle qu'elle est proposée, la naturopathie, au même titre que la sophrologie, l'ostéopathie ou le tai chi, ne sont que des compléments au traitement allopathique. Ces pratiques ne soignent pas, mais participent au mieux-être du malade. Elles sont également utilisées pour favoriser la balance bénéfice-risque, en réduisant l'effet négatif du traitement, ce qui bénéficie bien sûr au malade, mais indirectement à la médecine scientifique, qui n'a rien proposé pour éviter les conséquences du risque. Et quand je dis risque, je devrais dire conséquences néfastes du traitement. Ça a l'air de rien, mais ça représente tout de même 5% des traitements qui entraînent des risques graves pour la santé. Ça représente en France entre 150 000 et 200 000 hospitalisations. Et sur ces 150 000 hospitalisations, on a entre 10 000 et 20 000 décès. Donc, il s'agit bien de décès liés directement à la conséquence du médicament. Mais vous savez bien, quand vous ouvrez une boîte de médicaments, vous avez une petite notice à l'intérieur. Et quand vous lisez cette notice, jusqu'au bout, vous dites, mais c'est pas possible, je risque tout ça. Bien sûr que vous ne risquez pas tout, mais vous risquez d'avoir un de ces risques-là. Et là encore, le risque est calculé sur un temps très bref. C'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Mais ses conséquences à long terme, 10 ou 20 ans ou 30 ans plus tard, ne sont jamais citées. Parce que le laboratoire ne les connaît pas. Il n'a jamais fait une expérience sur 30 ans. Sinon, il ne sortirait jamais un médicament. On a un exemple qui me vient à l'esprit. Vous avez entendu parler de la thalidomide, ce médicament qui a été bien sûr retiré du marché il y a plusieurs dizaines d'années. Ce médicament était donné comme un médicament de confort pour empêcher les nausées des femmes enceintes. C'était bien, parfait, ça a marché. Tout le monde l'a supporté apparemment, tout est bien passé. Sauf que quand les enfants ou les fillettes de ces femmes ont voulu avoir des enfants, eh bien les utérus ne s'étaient pas développés et la fécondité est impossible. Donc, ça n'est qu'à la deuxième génération qu'on s'est rendu compte de la dangerosité du médicament qui avait été utilisé. Ça n'est jamais marqué sur les notices. Sauf qu'on fait une chose bien, c'est qu'on le retire du marché et je dirais que quelquefois, on recycle la molécule dans une autre formule. Toutefois, l'utilisation de ces médecines complémentaires se conçoivent en accompagnement de l'allopathie pour les malades qui ne sont pas guérissables.
Autrement dit, pour tous les individus qui ne pourront jamais retrouver la santé. C'est tout de même 20 millions en France. C'est quand même pas rien. Il faut souligner quand même, en France, on a des hommes de courage, des médecins courageux, comme le docteur Toledano. Vous avez entendu parler de lui, vous le connaissez peut-être, Alain Toledano. C'est un cancérologue. Et il connaît bien les inconvénients de son traitement, même s'il les juge indispensables et nécessaires, ce que je crois aussi. Eh bien, il a décidé que tous les malades, non pas la maladie, parce qu'il s'en occupe par ses radiographies, sa chimio, etc., mais il propose un accompagnement du malade par des thérapeutes de médecine naturelle. Et ça, c'est un grand courage. Sauf que vous comprenez que notre naturopathie est sans effet. Pourquoi est-elle sans effet? Parce que la naturopathie permet de retrouver la santé. Alors que pour ces gens-là, il n'y a pas possible de retrouver la santé. Ce n'est pas une chimiothérapie qui améliore la situation du sujet. Ce n'est pas une radiographie qui induit des cellules cancéreuses qui améliore la situation. Mais c'est une situation d'urgence. Il faut faire cela, sinon la personne meurt. Et ça lui donne une survie. Et cette opportunité, la naturopathie, n'est pas donc la philosophie, notre philosophie. Et c'est pour cela que, dans cette confusion des genres, je me suis permis d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Plaidoyer pour la santé ». Et dans cet ouvrage, je dénonce comment la médecine allopathique a pris le pouvoir général, comment son argumentation dite scientifique nous leurre sur la finalité, et aussi comment le mot « santé » est toujours utilisé à la place de « maladie ». Vous avez un exemple typique qui est le ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'il gère, le ministère de la Santé? Que de la maladie. Il ne gère que des thérapeutes qui s'occupent des maladies. D'ailleurs, 95% de l'assurance maladie est consacrée au traitement des maladies. Et 5% à quoi? Eh bien, mangez 5 fruits et légumes par jour, faites de l'exercice, respirez, ne soyez pas stressés, reposez-vous. C'est super. Alors ça, on applaudit. Sauf que ça laisse beaucoup de malades sur le terrain. Donc, la santé intégrative, maintenant, je vous rappelle un petit peu d'histoire. Le mot santé intégrative, c'est un nom donné par des allopathes américains dans les années 1990. Et cette santé intégrative consiste à adjoindre à la médecine scientifique des approches complémentaires dans l'objectif de proposer une prise en charge globale et personnalisée du patient. Complémentaire du traitement allopathique. D'accord? Comment peut-on faire de la santé, nous naturopathes, qui nous proposons de la santé, bien sûr en stimulant les fonctions d'auto-guérison de l'organisme, avec des médicaments? C'est inconcevable. Donc, il ne s'agit pas de santé intégrative, il s'agit de traitement intégratif. Voilà la vraie chose qu'il faudrait dire. Comme toujours, le mot santé remplace le mot maladie et nous leurre sur sa finalité. Vous devez pour ça rester vigilant, rien n'est acquis. Vous devez vous battre car les connaissances que vous détenez vous positionnent en interlocuteur responsable dans l'élaboration d'un système de santé publique cohérent. Et puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est que l'avenir de l'humanité a aussi besoin de vous, car il n'est plus possible de garder confiance en une médecine scientifique qui induit la iatrogénicité. Vous savez ce que ça veut dire, iatrogénicité? Vous pensez que c'est être malade des médicaments, comme je viens de le dire. C'est pire que cela. Iatros se traduit par médecin. C'est donc non pas une médecine qui engendre, que ce ne sont pas les médicaments qui engendrent seulement des inconvénients, c'est aussi la conception même de la médecine. Iatros veut dire médecin. Donc ces maladies sont responsables du médecin. Je ne veux pas accuser l'homme, mais je vais accuser la médecine allopathique. Car plus on soigne avec des médicaments, moins on peut retrouver la santé. Autrement dit, c'est mettre le doigt dans l'engrenage quand dans une maladie infantile, on commence à mettre des antibiotiques, des antipyriques, des antispasmodiques, voire des anti-inflammatoires, etc. Ça, c'est le début du mauvais engrenage qui fait que cette maladie, qui était une maladie curative que nous connaissons bien, n'a pas permis de retrouver la santé. Au contraire, le corps s'est intoxiqué de médicaments. Il va refaire une tentative pour se libérer de tout cela, laquelle va être jugulée encore par des médicaments chimiques et qui, un jour, fera que les malades deviendront des malades chroniques. Et il y avait un terme qui était utilisé il y a une vingtaine d'années, on parlait de ALD, affection de longue durée. Et puis je vois que ce terme est en train de disparaître au profit de maladies chroniques. Parce que toutes les maladies chroniques qui ne sont pas soignées finissent en ALD.
Donc, ce n'est pas la peine de mettre 2 dénominations. Maladie chronique suffit. Ça veut dire que tout sujet qui a une maladie chronique mourra de sa maladie chronique. Donc, vous devez être aussi ce que j'appelle des naturopathes militants, qui non seulement veulent pratiquer leur art, mais luttent aussi pour faire valoir l'idée que seule la santé est protectrice des maladies. L'adhésion à une association ou à un syndicat n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Militer, c'est aussi constituer un argumentaire en faveur de l'idée que l'on soutient et démontrer son impact sur l'individu et la société. Ce sont des idées que vous devez défendre. Vous ne pouvez pas attendre du syndicat ou de l'association qu'elle fait partie qui gère, qui règle tout, ou qui vous défendent. Non, vous devez être dans la rue. Vous devez être partout dans les associations. Vous devez être auprès de vos amis. Il faut en parler. Sinon, vous ne pourrez pas jamais, à mon sens, être reconnu. C'est également répondre avec fermeté et objectivité aux injonctions de l'OMS sur la définition même de la santé. Vous la connaissez, je vous la rappelle. La santé est un état complet de bien-être physique, mental, social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Dois-je rappeler qu'après un siècle de traitement allopathique, dont le coût est pris en charge par la collectivité, il y a 20 millions de malades en France qui mourront de leur maladie. Et les 48 millions qui restent, si on est bien 68, les 48 millions qui restent, eh bien, beaucoup souffrent d'un mal physique, d'un mal mental ou d'un mal social. Peut-on dire que notre société est en bonne santé? Faux, complètement. Nous sommes des personnes errant dans la maladie et la santé est un objectif. On ne sait pas comment l'atteindre. Lorsque j'évoque le de santé publique cohérent, je pourrais le qualifier aussi d'intégratif, car je positionne la naturopathie prioritairement. Pourquoi la naturopathie doit être prioritaire dans le système de santé publique? Parce que c'est la seule qui a une véritable hygiène de vie qui est préventive de la maladie, parce qu'elle entretient la santé. Deuxièmement, c'est une méthode d'accompagnement dans les crises créatives qui permet de retrouver la santé quand l'individu l'a perdue. Troisièmement, de pouvoir mettre en œuvre un programme individualisé pour renforcer la santé. Dans vos cours de naturopathie, vous avez appris qu'il y avait une cure de régénération, je pense. Eh bien, sachez que cette cure de régénération, c'est moi qui l'ai mis en place. J'ai mis en place parce qu'avec PV Marchesson, on avait 3 cures: désintoxication, revitalisation, stabilisation, vous savez. Et puis, j'ai ajouté une cure de régénération. Pourquoi? Parce que je me rendais compte que les sujets qui avaient retrouvé la santé me disaient à un moment donné, vous savez, je me sens mieux à 40 ans que je n'étais à 20 ans. Et physiquement, ces gens changeaient. Ils changeaient physiquement. Leur mental était différent. Leur ouverture d'esprit était nouvelle. Donc, je voyais bien qu'il y avait un changement profond de ces individus. Et c'est pour ça que j'ai dû mettre en place cette cure de régénération. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes qui savent le faire, parce que ça n'est pas appris dans les écoles de naturopathie, hormis celles que vous connaissez. L'objectif dans un système de santé publique est d'avoir un maximum d'individus en bonne santé et de réduire considérablement les maladies chroniques avec les conséquences économiques, sociales ou humaines que vous connaissez. Maintenant, il faut bien comprendre que pour tous les sujets qui n'ont plus la faculté d'auto-guérison, qui ne pourront donc jamais guérir de la maladie, une aide naturopathique peut être nécessaire. Et puis, si toutefois elle n'était pas nécessaire, eh bien, il faut rester à la médecine qui permet la survie de l'individu, qui est la médecine allopathique. Dans l'accompagnement des maladies chroniques, nous avons aussi un rôle à jouer. Mais ce rôle, il n'est pas dans l'esprit de la naturopathie, il a un esprit d'apporter, avec des moyens naturels, des pratiques naturelles, des techniques naturelles, d'apporter un confort au malade et lui assurer une relative qualité de vie. C'est là où nous pouvons agir. Mais nous sommes uniquement dans cette situation complément de la médecine allopathique qui, elle, est indispensable. On ne peut pas faire sans, sinon le sujet meurt. C'est ce concept basé sur la santé que nous devons défendre si nous voulons pratiquer avec honnêteté et efficacité notre art, afin d'être reconnus pour ce que nous sommes et pas ce que nous dit d'être. Il n'est pas question donc de médecine supérieure ou inférieure, mais de positionner chaque médecine selon son domaine de compétence et de faire collaborer l'ensemble des professionnels afin que l'humanité jouisse d'une santé idéale selon la définition onusienne. En 50 ans, je constate que la majorité des naturopathes n'a pas compris sa position
et n'a pas compris son rôle. Cette majorité travaille professionnellement en soignant les maladies par des moyens ou des techniques naturelles. On vous a assez parlé des biothérapies qui ne faisaient pas systématiquement de la santé. Ce qui n'a jamais fait de la santé et ne remet pas en cause la pensée médicale qui veut que le traitement symptomatique d'une maladie, qui éradique cette maladie, ne fait pas de santé. Donc, quand on fait des biothérapies, on cautionne la pensée allopathique, on cautionne le système allopathique. Et évidemment, si on cautionne le système allopathique, ça veut dire qu'on travaille comme les allopathes le font, et nous ne sommes pas des allopathes, on ne sait pas faire un diagnostic, on n'a jamais appris ça, et on sait que la thérapie n'est pas symptomatique. Donc, on voit bien qu'il y a une distorsion, et cette position-là conforte la médecine allopathique. Vous avez la chance, vous, d'avoir bénéficié dans les écoles de la FENA, parce que ça a changé, vous voyez, les vieux réflexes reviennent, dans les écoles de la FENA, d'enseignement de grande qualité, ouverts aux autres formes de médecine. Vous connaissez aussi désormais vos limites et vos possibilités. Reste à créer les passerelles et les liens entre les différentes médecines. Il ne s'agit pas d'une démarche individuelle, bien qu'elle soit souhaitable et possible, mais d'une décision politique en matière de santé. C'est un combat que vous devez engager à partir d'un concept clair, objectif et j'ose dire intégratif, mais basé sur la santé. La naturopathie sera demain ce que vous en faites aujourd'hui. Je vous remercie. Question ?